Christine Fréchette, la nouvelle première ministre du Québec, était de passage lundi matin à Trois-Rivières, sa région natale. Entourée de militants, députés et ministres de la région, elle s'est arrêtée au centre commercial Les Rivières pour prendre un petit café. Très content d'être à Trois-Rivières. Vous le savez, j'ai lancé ma campagne à Trois-Rivières. Je suis native de Trois-Rivières. Je suis chez moi ici avec mes collègues. Je les remercie d'ailleurs pour leur soutien, pour leur accueil ce matin. C'est vraiment une première journée qui sera bien remplie. Je viens à la rencontre des Trifluviens. On est très, très fiers, contents, puis on est certaine qu'elle va faire un beau travail. C'est des choses que tu te dis, ça n'arrivera pas 3-4 fois dans ta vie, là. Et profite de l'instant. C'est ça qu'on fait, là. Alors que Christine Fréchette l'a emporté dimanche face à Bernardinville avec 57,9 % des voix, le candidat des faits affirme lui donner son appui et confirme que les deux ont échangé lundi et continueront de le faire dans les prochains jours. Est-ce qu'on craint pour l'unicité de la coalition? Non, évidemment, c'est une coalition. On a eu à bâtir des consensus dans notre histoire. On va continuer de le faire. Je pense qu'on a une communauté d'intérêts qui transcende les personnes et je demeure convaincu, on a vu ce matin avec la réaction de M. Drainville, qu'on redevient une équipe, une belle grande famille. C'est ce que les Québécois attendent de nous. Très heureuse. C'est la candidate que ça nous prenait, c'est la chef que ça nous prenait. Donc, elle est non seulement intelligente, rationnelle, mais elle est aussi axée sur les régions. Et pour moi, c'était important qu'elle connaisse des dossiers régionaux. Et même pour les députés qui n'avaient pas choisi d'appuyer Christine Fréchette, l'heure n'est pas à la déception. Leur mandat est clair, faire front commun en vue des prochaines élections. Puis on le savait que ce serait difficile, une campagne électorale, une campagne à la chefferie. Mais là, je pense que hier, le mot d'ordre était très clair. On se met tous en arrière de Christine, puis on travaille tous dans la même direction. Vous savez, moi, j'étais resté neutre dans la course parce que je disais j'aimais beaucoup les deux. Donc, je suis très content de la victoire de Christine. Ça me faisait de quoi pour Bernard, mais aujourd'hui, c'est une journée qui marque un nouveau départ. Christine Fréchette a annoncé que les changements relatifs au Conseil des ministres seront annoncés dans les prochains jours, bien qu'elle ne se soit pas donné de date précise. Les sessions parlementaires reprendront quant à elles le 5 mai prochain. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Aujourd'hui, vous avez choisi une femme et un leadership rassembleur. C'était historique, ce qu'on a vécu. Les réactions sont nombreuses partout au Québec au lendemain de l'élection de la première ministre désignée, Christine Fréchette. Ici, en Estrie, le député de Granby, François Bonnardel, applaudit cette victoire et il croit que Mme Fréchette est celle qui défendra le mieux les intérêts économiques du Québec. Dans un contexte géopolitique, commercial immensément incertain, avec les négociations de l'accord de libre-échange qui vont débuter l'été prochain. Donc, pour moi, le parcours de Christine dans les derniers mois, les dernières années, est immensément important pour affronter ce défi que les Québécois vont avoir dans les prochains mois. Bernard Drainville, c'est un homme d'expérience qui n'a pas hésité à se battre pour les Québécois. Bien que la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, n'ait pas remporté son élection hier, elle affirme avoir entièrement confiance en Christine Fréchette. Bien, elle a montré qu'elle savait débattre, qu'elle savait défendre des idées, qu'elle avait cette volonté-là de rebâtir la confiance des Québécois envers la CAQ. Alors, très heureuse de me rallier à ses côtés. Trois-Rivières étant la ville natale de la nouvelle première ministre, les maires et mairesses de la région accueillent la nouvelle avec positivité. Surtout le maire de Trois-Rivières qui croise les doigts pour être au cœur des priorités de Christine Fréchette. Bien, c'est sûr que quand tu es premier ministre, tu fais attention pour ne pas faire trop de jalousie, mais en même temps, connaissant bien Trois-Rivières, ayant travaillé avec M. Boulay, qui l'a appuyé pendant la campagne, on pense que Trois-Rivières pourrait être bien positionné, vraiment. C'est toujours intéressant de voir que des gens qui sont de la région, alors connaissent les priorités. Déjà, on y a fait part de nos priorités. On a eu la chance de la rencontrer à quelques reprises. Ça va nous laisser peu de temps pour travailler avec Mme Fréchette puis de s'assurer qu'on travaille dans le même sens pour les défis qui touchent les municipalités, la crise économique, la crise sociale, la crise environnementale. Donc, on va s'y mettre rapidement là, dès que le cabinet sera formé. Il y a toute la question autour du PEC, là, qui est un programme touchant l'immigration. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui ont un défi de main-d'œuvre et de la coupure sec et radicale de ce programme-là, ça avait un effet majeur négatif sur eux. Fait qu'elle s'est engagée à revenir là-dessus. On espère qu'elle va le faire rapidement. Je pense que la question de l'environnement va être un bon défi. Mme Fréchette, quand même, s'est montrée ouverte à reconsidérer tout ce qui touche les gaz de schiste. Ici, ça avait été vraiment un dossier extrêmement polarisant.
Pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, certains élus comme Éric Girard, ministre régional et également député du Lac-Saint-Jean, avaient pris le côté de Christine Fréchette, tandis que Yannick Gagnon, dans Jonquière, lui, était derrière la candidature de Bernard Drinville. Quand même un sentiment de fierté, là, moi, plus personnellement, parce que ce qu'on voulait au début, c'était de provoquer le débat. Moi, je me suis pas affiché encore si je serai sur les rangs à la prochaine campagne électorale. Un des 3 critères importants sera ma rencontre aussi avec la première ministre. Et du côté de l'UPA, on a quand même certaines attentes parce que pendant la campagne électorale, justement, la course à la chefferie, à ce moment-là, on avait fait certaines promesses, dont, entre autres, l'aide à la relève qui pourrait être augmentée et également le remboursement de la taxe carbone qui pourrait très bien se faire. On espère encore... au moins concrètement, là, quelques réalisations à court terme. Ça en est trop facile, puis ils ont toutes nos données en main, ils peuvent toutes nous rembourser. Ils pourraient nous rembourser intégralement au dollar près ou presque. Là. À Saguenay, Pierre-Alexandre Fontaine. À Trois-Rivières, Maxime Dany. À Sherbrooke, Alexandra Paré. Pour Nouveau Info. Il y a maintenant 1 an, une famille de Shawinigan vivait un véritable calvaire. Une adolescente de 15 ans avait chuté dans un silo d'une trentaine de mètres sur le site de l'ancienne usine Belgo. L'intervention avait duré plus de 8 heures pour localiser et extraire la jeune fille. Malheureusement, la chute lui a été fatale. Et comme vous pouvez voir derrière moi, il est toujours possible d'accéder au site. Les barrières sont grandes ouvertes et rien ne semble avoir changé depuis le soir du drame. Chose qui est notamment dénoncée par la famille de la victime. Un membre de la famille a écrit qu'elle constate avec incompréhension et colère que ce lieu est toujours aussi accessible et qu'il le restera. Une pétition a d'ailleurs été lancée. Elle demande la sécurisation du site de l'usine Belgo ainsi que la fermeture de tous ses accès. Du côté de la grande sœur de la victime, on peut lire sur sa page qu'on dit que c'est un projet qui coûte cher, mais que l'inaction coûte encore plus cher. Elle a coûté la vie de sa sœur le 11 avril 2025 et ce prix-là ne se calcule pas en argent. Elle demande d'agir avant qu'une autre famille soit brisée. Ce qui est arrivé, c'est triste. C'est un endroit qui est dangereux. On sait que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Ce que je trouve désolant là-dedans, c'est quand ils ont démoli le mur, ils auraient dû démolir toutes les infrastructures. Du côté de la députée Marie-Louise Tardy, elle nous a envoyé quelques informations par courriel. Elle a souhaité rappeler que la sécurité du site ne relève pas du ministère de l'Environnement, mais du syndic payé par la ville de Shawinigan. Présentement, la firme Atkins Realist réalise la rédaction des plans et devis de démolition et de réhabilitation du terrain. Ces rapports sont attendus dans les prochaines semaines. Ensuite, la publication de l'appel d'offres est envisagée au cours du printemps-été 2026, en prévision que les travaux de démolition et de réhabilitation du site puissent débuter au plus tôt à l'automne 2026. Nous, on a bien hâte de voir ce terrain-là réhabilité parce qu'on y voit un potentiel de développement fort intéressant. La famille de la jeune fille qui a perdu la vie dans les ruines de l'usine Belgo souhaite sensibiliser la population sur les dangers que représente ce site et de ne pas s'y aventurer. À Shawinigan, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Au hockey, les Huskies s'amènent gonflés à bloc à Shawinigan avec 2 victoires en poche. Les Cataractes ont laissé filer leur avance en 3e période samedi après 2 buts rapides de Juan Oranda. La troupe de Daniel Renaud s'est finalement inclinée dès le début de la période de prolongation. Ce n'est toutefois pas la première fois que l'équipe tire de l'arrière. Les Cats avaient réussi à combler le déficit de 2 matchs pour remporter la première ronde face au Phoenix de Sherbrooke. Il est donc crucial pour les représentants de la Mauricie de remporter le duel de mardi soir pour relancer la série. Work, 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 work. No results, but I'm a little bit better. Toi, est-ce que tu es la personne qui saute toutes ses pauses dîner ou encore qui part en dernier pour impressionner son boss? Si tu as répondu oui, tu fais sûrement partie du tiers des Canadiens qui travaillent au moins 6 heures non rémunérées par semaine. Ça, c'est un des constats du dernier sondage d'ADP Canada. Et les personnes qui sont sur le work grind le plus, ce sont les gens de moins de 40 ans. Entre 18 et 39 ans, on parle de plus de 40 des répondants qui disent travailler au moins 6 heures supplémentaires non payées par semaine. Et ça, c'est presque une journée complète. Même si cette culture du dévouement au travail apparaît souvent sur les réseaux sociaux, I'm trying to change my life this year, so I don't want to hear about no work-life balance. I'm good. I'm grinding right now. L'étude rappelle que la majorité de ces heures sont rarement productives. Et fait intéressant, ce sont les personnes qui travaillent à distance qui disent faire le plus d'heures supplémentaires non payées. Et toi, est-ce que tu réponds à tes courriels ou encore aux messages de tes patrons à l'extérieur de tes heures de travail?